Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant 1 heure, on va passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler de désobéissance civile un peu, d'exclusion, un zeste. Il y aura une pincée de dispositifs hiver enrobés de menaces à l'anthrax. Et pour parler de tout cela, il y a 4 experts pour analyser et mettre sur le grill 2 invités bourgmestres. Tout d'abord, Emmanuel Joa, journaliste à Paris Match, bonjour. Bonjour. Vanessa Lhuillier, journaliste à BX1, bonjour. Bonjour. Mathieu Ladevez, le chef Bruxelles et journaliste à la DH, bonjour. Bonjour. Et Paul Grosjean, porte-parole du club Grand Place et rédac-chef de Lobby, bonjour. Bonjour. L'exclusion d'Emir Kir du PS pour avoir rompu le cordon sanitaire fait des vagues et a fait beaucoup de vagues pendant la semaine. Le PS s'en est séparé mais le soutient toujours à Saint-Josse. Et pendant ce temps, le député bruxellois Emin Oskara en profite pour quitter le PS, lui aussi, avant sans doute d'en être exclu. Si Kir se pose en victime, Oskara lui a fait la fête mercredi soir au conseil communal. En même temps, BX1 a organisé un débat sur le sujet de la démocratie, des valeurs et du double discours communautariste, extrait avec le journaliste Emden Rezn. La manière dont Emir Kir a présenté les choses, c'est une ligne de défense pour consolider, lui, son électorat ou les personnes qui le soutiennent. Et 2, c'est aussi une conséquence, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue ou c'est un cercle vicieux. Plus on vise des aspects identitaires dans la personne, dans la critique qu'on peut lui adresser, plus la personne se défend avec ces aspects-là et l'intériorise. Et je pense effectivement que c'était une mauvaise ligne de défense dans la mesure où ni la personne qui a porté plainte, ni, je pense, la majeure partie des personnes au sein du Parti socialiste qui ont prôné l'exclusion ou la sanction de Kir ne peuvent être taxés de racisme ou de turcophobie ou quoi que ce soit. Alors Emmanuel Joa, que retenez-vous de cette séquence avec cette exclusion d'Emir Kir, ses réponses, sa décision de ne pas faire appel et tout ce qui s'ensuit ? Je pense qu'il a une bonne attitude, évidemment, il a raison de ne pas faire appel, c'est très sage et très raisonnable. Toute la difficulté de ce débat, et je n'apprends rien à personne en disant ça, mais c'est évidemment de faire aussi la part des choses entre ce qui est inadmissible, et on est clairement ici dans l'inadmissible, dans ce qui s'est passé en non seulement recevant ces bourgmestres, mais en entretenant quand même une relation, semble-t-il, qui ne date pas d'hier non plus avec ces militants d'extrême droite et ces ultranationalistes turcs. Mais la difficulté, c'est aussi de garder, de cajoler en quelque sorte, et je peux comprendre aussi qu'il y ait eu un débat par rapport à ça, de cajoler les personnes qui sont charismatiques et qui ont, au-delà du charisme pur, qui ont un impact de proximité et qui peuvent parfois permettre de tempériser, j'allais dire presque des mouvements de population, tempérer, qui peuvent permettre tempérer plutôt temporiser ou que sais-je. Donc voilà, le débat de fond, il est vraiment là. Maintenant, il n'y a plus de débat, on a bien compris qu'on avait passé les bornes et que cette exclusion se justifiait, à mon sens, totalement, parce qu'évidemment, cette cassure du cordon sanitaire était inadmissible. Emir Kir a raison de ne pas faire appel, il a raison de faire profil bas sur ce coup-là, mais il y aura encore des cas, on en est déjà d'office convaincu, on sait que ça existe dans d'autres partis, on sait que... Vanessa Lhuillier, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je crois que de toute façon, ça faisait longtemps qu'Emir Kir avait franchi les limites. Alors là, c'est vrai que c'était compliqué pour le Parti socialiste de faire autrement. Il y a aussi eu, faut pas l'oublier, un changement au niveau de la présidence de la fédération bruxelloise. Emir Kir était peut-être un peu moins protégé, enfin n'était plus protégé en tout cas maintenant par rapport à ce qui a pu se faire pendant de nombreuses années, ce qui lui a laissé quand même l'opportunité d'entretenir effectivement ces réseaux turcs notamment. Mais après, c'est pas, personne ne peut être taxé, comme le disait le journaliste, personne ne peut être taxé de racisme ou de turcophobie au sein du Parti socialiste. Et après, Emir Kir a, à mon sens, trop joué sur cette corde-là, en se disant que ça allait passer comme ça avait toujours passé, parce qu'il avait ce sentiment d'impunité totale au niveau du Parti socialiste. Et là, ça ne passait plus. Donc, et au contraire, s'il avait cet argument-là, a certainement contribué à son éviction. Enfin, ici même, samedi dernier, personne ne pensait qu'une sanction allait tomber avant qu'elle ne tombe. Voilà, donc c'était quand même pas évident et ça s'est néanmoins passé. Mathieu Ladevez ? C'était une surprise pour tout le monde, je pense, que personne ne s'y attendait. Moi, j'y vois le résultat de plusieurs facteurs. Donc, le fait qu'il n'était plus soutenu par le clan Mourou, on peut appeler ça comme ça, à l'époque où Laurette Onkeling, c'est très important, en effet. J'y vois la patte de Paul Magnette, qui a déjà coupé une tête en Wallonie.
celle de Kir, plus 2 autres encore plus récemment pour des propos racistes, tout ce qu'on veut. Donc pour moi, Émir Kir a servi d'exemple. En gros, c'est un gros signal qui est envoyé aux élus d'origine étrangère ou communautaire du Parti socialiste, qu'ils soient d'origine turque ou pas, principalement turc parce que le problème il est surtout lié à la communauté turque. C'est un signal pour dire maintenant on rentre dans le rang, on se calme, plus d'écart, plus de débordement. Je pense qu'Émir Kir paye pour les autres, ça c'est clair. C'est plus facile de couper la personne la plus emblématique pour passer le signal aux autres qu'elle est ratissée dans tous ces élus qui font du communautarisme, parce qu'il y en a plein et dans tous les partis, il n'y a pas qu'au PS. Donc s'il devait nettoyer tout le monde sur un plan électoral, c'est suicidaire. Donc là le message est passé. Paul Grosjean. Moi je dirais bravo au PS qui envoie quand même un signal très fort, et y compris aux autres partis. Ça fera un peu jurisprudence, si je puis dire. Maintenant, je pose la question qui tue. Et s'il n'y avait pas eu ce militant courageux qui a porté plainte, est-ce qu'il y aurait... Pourquoi est-ce que la direction n'a pas bougé elle-même, si je puis dire? Et ça, on ne peut pas évidemment réécrire l'histoire, mais peut-être que du temps de Di Rupo, les choses ne se seraient pas passées de la même manière. Ça, c'est clair et net. Donc c'est peut-être que les gens sentent qu'il y a une libération, je dirais, de la parole au sein du parti qui fait que les gens osent porter plainte, entre guillemets. Donc c'est très très bien. Et j'espère que les autres partis vont s'en inspirer, évidemment. Et puis on va voir ce qu'en pensent nos 2 invités bourgmestres. Alors 2 invités bourgmestres, mais non socialistes, donc ils vont pouvoir répondre à la question de qu'est-ce qui se passe dans leur propre parti. Stéphane Roberti, bourgmestre écolo de Forêt, bonjour. Et Cécile Jodogne, bourgmestre défi de Scarbeck, bonjour à tous les deux. Alors on commence par vous, Stéphane Roberti. D'abord, chez Écolo, comment contrôle-t-on l'adéquation entre les valeurs du parti et les valeurs du candidat et de relatif double discours? Comment vous faites pour contrôler ça? Écoutez, je pense que chez Écolo, on est attentif effectivement à ce que chacun soit sur la ligne du parti. À ma connaissance, j'ai pas entendu de situation où ça pouvait poser problème. On est vraiment attentif à ce qu'on respecte les valeurs fondamentales, en particulier sur les questions de lien avec, de contact avec l'extrême droite, où ça nous paraît vraiment important de faire en sorte que... C'est vrai que le cordon sanitaire, apparemment, ça ne vous a pas touché directement, mais il y a eu quand même d'autres affaires où on n'était pas nécessairement d'accord sur un tract, par exemple, je pense, au moment des élections, où tout écolo n'était pas d'accord, entre écolo bruxellois, écolo wallon, il y avait parfois des différences d'appréciation. Alors, je pense que c'est 2 problématiques totalement différentes. Ici, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de réaffirmer qu'il ne faut pas qu'il y ait de contact avec l'extrême droite. C'est des partis qui invitent à la haine, à la peur de l'autre, C'est la seule valeur à défendre? Non, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger avec d'autres valeurs. Et je pense que chez Écolo, le programme d'Écolo par rapport au port du voile, à l'abattage rituel, etc., est assez clair. Et je pense que le tract n'était pas en contradiction avec ce qui avait été dans le programme. C'est simplement qu'il n'y avait pas eu d'autorisation de distribution du tract par les organisateurs de la campagne électorale. Mais par rapport au fond, il n'y a pas de double discours avec un public ou avec un autre. De toute façon, il n'y a pas eu d'exclusion non plus, en l'occurrence. Non, mais il n'y a surtout pas de double discours. Okay. C'est vraiment ça qui est important dans cette problématique-là. C'est d'avoir un discours dans un lieu et un discours différent dans un autre lieu. Chez Écolo, à ma connaissance, j'ai jamais entendu aucun... Mais s'il y avait le cas... s'il y avait le cas, ce serait vraiment un gros problème, effectivement. Alors, Cécile Jodogne, il y a eu quand même quelques critiques sur Bernard Clerfailly qui voyait quand même des élus turcs proches aussi de la droite radicale turque. Comment vous répondez à ces critiques qu'on a vues beaucoup dans les réseaux sociaux? Alors, je voudrais d'abord confirmer que pour nous aussi, les valeurs, c'est essentiel et que nous sommes très clairs par rapport à cela, par rapport à l'extrême droite et par rapport à d'autres valeurs aussi. Vous savez, quand on est bourgmestre ou échevin ou élu, tout simplement, vous êtes attendu dans les quartiers, vous promenez, vous devez rencontrer des gens, vous devez aller à leur rencontre, vous devez répondre aussi à leurs demandes. Et il peut arriver, en effet, qu'à l'occasion d'un contact, vous savez, quand vous croisez des gens et que vous serrez des mains, que ce soit Bernard Clerfailly, moi ou d'autres, on ne connaît pas tout
les 130 000 habitants d'une commune. Et donc, il peut arriver en effet qu'à l'occasion d'une rencontre, d'un iftar ou d'une réunion et là, vous vous publique, retrouvez en photo on se avec cette retrouve, personne. et vous savez aussi bien que moi, et même mieux que moi, les évolutions aujourd'hui au niveau des médias. Immédiatement, il y a un smartphone qui sort, une photo qui est prise et qui se retrouve sur Mais la différence, c'est que là, vous ne l'avez pas invitée, cette personne-là, en tant que telle. C'est exactement ce que j'allais dire. Ici, il y a une grande différence, c'est que ce sont des rencontres qui se passent dans notre vie quotidienne de bourgmestre ou d'élu, d'aller à la rencontre des citoyens. Il n'y a pas eu une invitation, effectivement. Mais je voudrais revenir peut-être, sauf si on en parle un peu plus tard, mais à l'aspect du communautarisme. Je pense qu'en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Je pense que vouloir être fidèle ou à ses racines, c'est quelque chose même qui peut être positif. C'est négatif, voire dangereux. Et pour quelque communautarisme que ce soit, qu'il soit religieux, ethnique, culturel ou autre, c'est dangereux. Si cela amène à un repli sur soi, et donc au rejet de l'autre, ou si ça amène à du clientélisme ou à des demandes de faveur. C'est ça qu'il faut absolument, contre lequel il faut absolument lutter, qu'il faut rappeler toujours et encore en disant on vit dans une région, dans des communes où il y a des règles, elles s'appliquent à tous de la même manière. Là, l'enjeu, il est important. Mathieu Ladevez. Oui, je voulais juste quand même préciser que on ne parle jamais de la responsabilité des partis politiques dans cette dérive communautaire. Le PS a joué là-dessus pendant des années. Écolo et Défi sont plutôt épargnés par rapport à ça. Le MR a essayé, n'a jamais réussi. CDH l'a aussi fait avec les résultats catastrophiques que ça a pu avoir. Moi, je pense que les responsables de partis politiques, ils se disent on va aller cibler une communauté parce que ça présente un électorat potentiel élevé. C'est à eux aussi d'aller, peut-être pas éduquer, mais en tout cas inculquer les valeurs de la Belgique ou de la Bruxelles, ce qui visiblement n'a pas été fait au PS du tout. Quand même à la diversité bruxelloise. Mais avec les remparts. C'est un équilibre qui n'est peut-être pas toujours facile à régler. Non, mais l'ouverture aux communautés et puis savoir qui se retrouve sur une liste. Mais je pense qu'en fait, il faut que tous les partis puissent s'ouvrir à la diversité. Moi, je ne parlerai pas de communautarisme. Il y a une diversité à Bruxelles dont on est fier, qui fait même notre richesse. Et c'est normal que chacun puisse se retrouver sur des listes électorales. Ce qui est important, comme ça a déjà été dit, mais je pense que c'est vraiment important, c'est que chacun qui est sur une liste électorale dans un parti porte les valeurs de ce parti, puisse participer aux débats internes qui ont lieu dans le parti pour éventuellement faire évoluer l'une ou l'autre vision. Et surtout, et ça je veux vraiment être très clair, qu'il n'y ait pas de double discours, qu'on ne dise pas quelque chose à la télévision ou dans une communauté et son contraire ou autre chose dans une autre communauté. Et effectivement, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut condamner à ce moment-là. Alors j'ai peut-être un exemple, ça s'est passé au conseil communal donc mercredi soir de Scarbeck, conseil communal. Emino Scarra était là, il a fait une déclaration où il a déclaré qu'il n'était plus socialiste mais indépendant. Et puis juste après, il est allé chanter et danser, c'était même pendant le conseil communal. Comment vous avez pris cette manifestation de joie? Est-ce que c'était indiqué On a tous été un petit peu surpris, y compris lui en fait, parce que c'est pas lui qui a organisé cela. Et donc, c'est un scoop ça. Qui avait organisé cela alors? Peu importe, mais ce n'est pas lui. C'est pas vous qui l'avez organisé. Non. On a été surpris. J'ai effectivement continué à présider le conseil communal et il est à noter aussi que l'orchestre que l'on entend là en fond, c'était un orchestre gnawa, donc marocain. Oui. Pas turc. C'est ça. Enfin, il faisait la fête en dehors du conseil pendant que vous continuiez le conseil. Vanessa Lillier voulait ajouter quelque chose. Oui, alors c'est vrai que j'ai essayé de joindre M. Oscara à plusieurs reprises, mais sans succès. Il n'a jamais voulu répondre, donc contente de savoir que c'est pas lui, effectivement. Après, je crois que aussi à Scarbeck, si vous n'avez pas ouvert la majorité, en tout cas si le CDH ne vous rejoint pas dans la majorité, c'est aussi à cause de problèmes des demandes de 3 élus aussi d'origine étrangère. turque. Des tensions au sein des groupes. Est-ce qu'il y a une tension particulière? Si le CDH n'a pas répondu à la proposition faite, en interne, ça les regarde. Donc c'est pas une décision qui revient à la majorité.
Alors oui, peut-être rapidement pour que tout soit clair pour tout le monde, c'était 2 élus qui étaient sur la liste du bourgmestre, qui ont quitté la liste du bourgmestre pour siéger au CDH. Et là, il fallait un appoint pour remplacer. Il fallait un appoint à la majorité et au niveau du CDH, ils ne se sont pas mis d'accord. C'était pas une nécessité, non, mais il y a eu on peut se nous avons passer toujours une majorité à Scarbeck. Oui. Et vous allez remplacer l'échevin oui, bien sûr. Coxal? Oui. Parce que sinon, vous perdez un budget d'un échevin surnuméraire. C'est important de le remplacer. Je crois qu'on ne va pas rentrer dans ce débat parce que c'est pas aussi simple que ça, mais oui, mais vous allez notre échevin sera remplacé, oui. Quand? Au prochain conseil communal, normalement. Donc avec un autre élément de l'opposition qui vous rejoindrait? Aucune décision n'a été prise et comme je viens de le dire, la majorité scarbecquoise est toujours bien en place et donc il n'y a pas de... Très bien. Alors j'ai proposé je crois que vous vouliez rajouter quelque chose, Emmanuel. C'est assez général, hein, mais je veux dire que presque philosophiquement, on est encore dans les maladies de jeunesse, finalement, de cette intégration politique des communautés étrangères, et que je pense que c'est normal qu'il y ait des dérapages, il y en aura encore certainement une fois de plus. Et j'ai le sentiment que de toute façon, cette mixité, elle est là, elle doit être là, elle ne fera que se développer, et qu'en effet, le communautarisme, je ne sais plus lequel de vous deux le disait, mais n'est pas que négatif, loin s'en faut. Donc je trouve que ça, quand même, c'est bien de le rappeler, c'est important de le rappeler. Enfin, moi, je pense que ça va évoluer positivement de toute façon, ça ne peut qu'évoluer positivement, on l'espère. Stéphane Robert. Mais moi, je veux vraiment dire que les représentants, les élus, sont tous des Bruxellois, qui sont Bruxellois depuis plusieurs années, que c'est pas un processus qui est nouveau, et que, non, mais enfin, que les problèmes on n'est pas encore arrivé à maturation, on n'est pas arrivé, c'est comme ça. Moi, j'ai pas cette vision-là. L'égalité des gens. La qualité des représentants politiques, que ce soit des hommes ou des femmes, elle est à évaluer, mais c'est pas lié avec éventuellement leur pays d'origine. Ils sont tous bruxellois, parfois depuis très longtemps. Oui, mais c'est une richesse dont vous tenez compte. Par exemple, un conseiller communal qui ne vient jamais, ou qui reste 5 minutes, quel qu'il soit, est-ce qu'à un moment donné, le bourgmestre peut faire quelque chose? Ou bien vous n'avez pas le choix. Cette personne a été élue et voilà, elle vient quand elle veut. C'est une responsabilité de chaque parti politique de veiller à ce que son personnel politique soit présent effectivement aux réunions du conseil communal et siège. Et donc il y a de plus en plus d'institutions qui mettent dans leur rapport d'activité le taux de présence, etc. Pour être transparent par rapport à ça et par rapport aux électeurs. Mais donc oui, il faut être vigilant. Après, il y a des mandataires qui parfois sont absents pour des périodes courtes ou parfois un peu plus longues, pour des raisons pour des raisons tout à fait valables. Hein. Mais effectivement, Jordan, vous aussi, vous réagissez comme Stéphane Roberti là-dessus? Prise directe en tant que président du conseil communal. Et en effet, c'est d'abord la responsabilité personnelle de chacun des élus d'être présent et de s'investir et de rendre des comptes ensuite à la population et aux partis, évidemment, de les encourager, de les former, de les aider aussi à remplir ce mandat. Peut-être après, c'est aux médias à mieux faire connaître le taux d'absentéisme de certains au moment des prochaines communales. Mathieu Ladevez, vous concluez là-dessus. Oui, peut-être. Moi, je veux quand même rappeler, c'est important que quand un parti construit une liste, il va nécessairement, dites-moi si je me trompe, obligatoirement aller chercher dans le communautaire. C'est-à-dire que ce soit un secteur d'activité, que ce soit un quartier dans une commune, que ce soit une communauté d'origine ou pas, il y a forcément une construction équilibrée d'une liste. Donc, on ne peut pas dire que c'est juste pour intégrer les gens qui représentent la société. Il y a une liste qui doit être équilibrée, qui doit être la plus forte possible en fonction des moyens et du potentiel. Elle doit être équilibrée pour représenter au mieux la population d'une commune. Oui, et parfois, on a fait la même chose pour les femmes. Parfois, et même je trouve trop souvent, ça se fait. On a obligé, donc je veux dire, c'est le même sujet du tout, je pense que ça n'a rien à voir. C'est souvent au détriment de la qualité des élus et ça se voit assez régulièrement dans les conseils communaux, je trouve. D'où l'enjeu de l'accompagnement, de l'encadrement, de la formation et effectivement d'un minimum de cadre et de rappel à l'ordre s'il y a des choses qui dérapent. Peut-être il faudrait éviter d'amener des orchestres pendant les conseils communaux, comme ça garderait les conseils communaux dans le conseil. Ils sont restés à l'extérieur, ils ne sont pas rentrés dans la salle. Ils n'étaient pas loin. On va passer à notre deuxième sujet du jour, et c'est parfois les intimidations dont sont victimes les personnalités politiques, avec un exemple cette semaine, avec ces enveloppes soi-disant d'anthrax, mais remplies de farine blanche, en fait, qui étaient déposées dans des cabinets ministériels et aussi à la maison communale de Gansoren. Un courrier anonyme et raciste qui était adressé au bourgmestre Compagnie, qui a nécessité un confinement du bourgmestre Compagnie avec certains de ses collaborateurs. Écoutez, Pierre Compagnie, c'était dans le journal 18h, il venait de sortir du confinement, il était au micro d'Aurélie Van de Wel. Dans ce courrier, il y avait, c'est dur à dire,
je crois, un petit papier où il y avait ma photo, où l'on indiquait évidemment des insanités, que je suis bougnoul et que, à la limite, ma peau est mise à prix. Mais n'empêche, je crois que ce qui est important pour moi, c'est de constater l'efficacité de tous nos services qui sont là. La prévention, la sécurité pour la population. Et je crois qu'en très peu de temps, j'ai vu défiler la police. Dès que j'ai appelé, la police était là. Je suis chef de police de la commune de Gansorne. J'ai appelé les chefs de division et la police est arrivée. Et puis, vous avez tous les services qui sont au service de la population en cas de menaces terroristes ou autres. Parce que vous avez reçu de la poudre blanche, c'est ça? Dans le courrier? Parce que j'ai reçu la poudre blanche, ils sont tous arrivés. Hein, on a eu les pompiers, on a eu les services de prévention et sécurité. Et maintenant, pour le moment, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a encore d'autres services qui continuent à travailler. Alors Cécile Jodogne, dans des cas pareils, est-ce qu'on est bien équipé dans les communes, dans les cabinets de bourgmestre pour pouvoir répondre à ces problématiques ? Alors, ce ne sont pas dans les cabinets à la commune, mais effectivement, les différents services que M. Compagnie a cités, donc la police, les pompiers, on peut y ajouter, le cas échéant, la protection civile, sont effectivement informés et savent exactement comment il faut réagir. Donc, c'est plutôt le réflexe à avoir de tout de suite prévenir. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, heureusement, ici, il s'est avéré que ce n'était que, entre guillemets, de la farine, mais le geste reste évidemment inadmissible. Oui, d'autant plus avec le courrier qui le suivait. Sûr. Juste parce que vous êtes occupé longtemps comme secrétaire d'État des pompiers et autres, la protection civile, le fait qu'elle ne soit plus à Bruxelles, est-ce que ça pose un problème dans des cas pareils ? Écoutez, ça peut en poser dans le sens où quand on est dans des situations d'urgence, effectivement, le temps d'arrivée de la protection civile aujourd'hui, où il n'y a plus que 2 casernes pour tout le pays, peut être un problème entraînant effectivement des conséquences graves. Alors on parlait d'intimidation. Est-ce que Stéphane Roberti, est-ce que vous êtes bourgmestre depuis l'année dernière, est-ce que vous avez été vous aussi soumis à des menaces ou des intimidations ? Est-ce que comment vous réagissez ? Mais d'abord vous dire que je trouve que ce qui s'est passé est vraiment scandaleux, parce que au-delà de l'intimidation et de l'entraque, c'est aussi un acte raciste à l'égard d'un élu. Et moi, ça me laisse vraiment à penser qu'il est toujours nécessaire d'attirer l'attention sur le fait que tout n'est pas permis. Et ça, c'est vraiment un acte scandaleux. Et je veux vraiment témoigner ma solidarité avec mon collègue de Gansorne. Oui, hélas, on a déjà connu ça dans notre commune aussi. Il y a quelques années, notre échevine de la population, Mariam El Hamidine, a aussi reçu une enveloppe, alors pas comme ça, pas avec de l'anthrax, mais avec une croix gammée. C'est vraiment c'est choquant quand on reçoit ce type de courrier. Bon, voilà, heureusement c'est pas courant, mais c'est vraiment des choses qui c'est vraiment un très mauvais signal. Mais est-ce que vous êtes blindé contre ce genre de choses ? Alors, moi, j'ai jamais reçu un courrier de ce type-là. Alors, je pourrais pas vous dire si on est blindé ou pas. On est dans un métier effectivement qui est très exposé, donc il faut s'y attendre. Mais moi, quand j'ai eu l'occasion de discuter avec ceux qui ont été victimes de ce type de situation, on n'est jamais blindé. Chacun reste des êtres humains, et donc recevoir des menaces racistes, c'est quand même quelque chose qui est pas évident à digérer. Cécile Jodogne, vous qui avez géré les pompiers, vous avez connu des situations tendues. Hein, donc, est-ce que vous avez eu des menaces ? Non. Oui, des courriers parfois un peu désagréables, mais je n'ai, en tout cas, dans ma fonction de responsable du SIAMU, non. Il y a des moments effectivement plus difficiles et on peut constater malheureusement une augmentation de l'agressivité, du manque de respect et parfois un peu de violence à l'égard des représentants politiques. Ça,
Oui. Vanessa Lullier? Mais évidemment, comme le disait M. Roberti, c'est quand même très problématique, c'est aussi raciste. Ça ne devrait pas arriver. Et après, il y a eu également cette semaine donc, la nouvelle commission égalité des chances et droits des femmes, où la question du cyberharcèlement et du harcèlement, en tout cas du sexisme, a été abordée. Et c'est vrai que les députés femmes et les élus femmes qui étaient présentes ont toutes rapporté des propos dont elles ont été victimes. Plutôt sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mais ça s'apparente aussi, c'est la même chose en fait. On est quand même avec une menace de mort pour certaines, ou avec des images à caractère pornographique dont elles ne veulent absolument pas. C'est la même chose, et elles reçoivent ça parce qu'elles sont exposées médiatiquement, parce qu'elles sont élues. Donc on est un peu dans le même genre de courrier. Il y a eu d'ailleurs, oui, si je peux Emmanuel Joa, dire là-dessus, j'ai fait quelques recherches avant l'émission et j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de femmes politiques qui avaient été menacées par de l'anthrax. Notamment, il y a en Grande-Bretagne un monsieur qui est maintenant en prison pour 5 ans. C'était de la poudre, c'était de la farine. Enfin, je veux dire, c'était pas de l'anthrax, mais voilà, on a considéré que l'impact psychologique était tel qu'il méritait de faire 5 ans de prison. Il y a notamment cet argument-là. Et il s'adressait effectivement rien qu'à des femmes. Donc l'anthrax ou autre méthode reste axée sur les plus... Ce serait intéressant de voir qui a été visé le plus. Oui, Mathieu Ladevez. Juste un petit point factuel peut-être, j'ai eu le parquet tout à l'heure qui disait que l'enquête suivait son cours évidemment, elle dissocie visiblement les deux dossiers, ceux des lettres anthrax au cabinet ministériel la semaine dernière et celle à M. Compagnie, et ça reste géré par le parquet de Bruxelles, donc ça n'a rien, le caractère terroriste est complètement écarté. Voilà. Oui. Enfin bon, il y aura des poursuites si on découvre effectivement. Paul Grosjean. Moi, je vois évidemment derrière tout ça un contexte général lié aux réseaux sociaux, comme l'a rappelé très bien Vanessa. Et voilà, ce n'est que le prolongement évidemment extrême de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est une méthode concrète, mais lâche, tout aussi lâche, effectivement. La plus lâche dans le bioterrorisme. Donc, blindez-vous. Voilà, la résilience des femmes politiques doit effectivement être... Quand Philippe Moreau était ministre d'État, son chauffeur était armé à une certaine époque parce qu'il avait reçu de nombreuses menaces de mort. Émir Kir, d'ailleurs, son cabinet avait été touché aussi par de l'anthrax il y a quelques années. Voilà, ce n'est pas nouveau. Et on va passer à présent à notre rubrique suivante, les têtes d'affiche. Je vais vous proposer à tous les deux des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Et vous allez en choisir un ou une. En bien ou en mal, on verra ce qui vous inspire. Alors, on va commencer par Stéphane Roberti, et je vous propose tout d'abord la reine Mathilde, qui a fêté ses 47 ans avec un beau bouquet de fleurs de l'unitariste Georges-Louis Boucher, Arnaud Partissimo, le roi du filtre Instagram, quel personnage de Disney êtes-vous, Pascal Duquesne, acteur du 8e jour, président des Magritte, ou Terry Jones, un des membres des Monty Python, décédé cette semaine à 78 ans. Alors, Mathilde, Arnaud, Pascal ou Terry, qui choisissez-vous ? Et je vais prendre Pascal Duquesne. Je trouve que c'est vraiment un parcours impressionnant. Pour moi, ça nous inspire au sein du collège pour l'inclusion des personnes porteuses de handicap. Et donc, je lui souhaite beaucoup de succès. Alors, Cécile Jodon, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Simone Susskind, ex-députée PS, qui avec Jérémy Togerov a précipité la chute d'Emir Kir. Serge Krefker, le coach du Brussels Basket, qui annonce son départ. Sundar Pichai, le patron de Google, venu faire du lobbying et qui a visité Molenbeek. Et enfin, Lucas Muns, vainqueur 2020 du concours Top Model International, ancien joueur du White Star. Alors, Simone, Serge ou Sundar ou Lucas, qui choisissez-vous ? Eh bien, je vais prendre le patron de Google, plus pour Molenbeek que pour lui peut-être, mais je trouve que Molenbeek est vraiment un projet passionnant qui ne fait que grandir, et le soutien, qui n'est pas une première d'ailleurs si je ne m'abuse, de Google confirme tout le travail qu'ils ont fait et qu'ils exportent un petit peu partout, et bientôt d'ailleurs un Scargeek aussi. Oui, on en parle déjà depuis plusieurs mois de ce Scargeek, c'est pour quand ? Mais dès que les travaux seront terminés, mais normalement dans les semaines ou les mois qui viennent. Et il sera installé où ? Dans l'ancien dépôt de la STIP, donc tout près de la maison communale.
Très bien, voilà une information supplémentaire. Alors 5 infos qui ont fait la semaine, laquelle vous a ravi, laquelle vous a énervé, pourquoi? D'abord ces réfugiés qui ont échoué après un naufrage à La Panne, le retour du train de nuit à Bruxelles en provenance de Vienne, Bad Boys 3 avec des Bruxellois qui sont passés de Sint-Lucas à Hollywood, des mini-mexés payés en retard au CPS de Schaerbeek, ou les 75 ans, la célébration des 75 ans après la libération des camps de concentration. Alors on va commencer par Cécile Jodogne, qui va certainement choisir le CPS. Non, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je vous poserai quand même une question. Mais je ne sais plus comment vous l'avez exprimé. Vous m'avez perturbé avec Alors c'était juste après le CPS? Non. Des Bad Boys. Non, juste avant, j'avais envie d'être positive. Le retour du train de nuit. Pour moi, étant une optimiste et une positive, je voulais choisir celui-là. Je pense que c'est une excellente nouvelle parce qu'effectivement, c'est une alternative tout à fait crédible en Europe où les distances entre l'avion et le train sont quand même assez proches souvent. Et ce train qui revient à Schaerbeek d'ailleurs aussi, si je ne m'abuse, puisque c'est un train de nuit qui... Oui, mais c'est Gare du Nord. Mais c'est vrai, moi je me souviens des trains couchettes à la gare de Schaerbeek. Exactement, et donc à Schaerbeek. Mais donc voilà, je veux résolument être optimiste et je trouve que c'est une solution effectivement qu'il faut pouvoir développer pour rendre les villes et capitales d'Europe toujours très accessibles, mais avec un moyen de transport plus écologique. Vous avez piqué... Il y a le musée du train à Schaerbeek. Oui. Exactement. Et donc, vous avez certainement piqué l'info à Stéphane Roberti. Il ne faut pas faire des procès d'intention. Non, voilà. Comme ça. Alors, vous allez en choisir une autre, de toute façon, Stéphane Roberti. C'est un point effectivement important. Non, mais que choisissez-vous d'autre? Et donc, moi, j'hésite. Il y a les réalisateurs des Bad Boys, où je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'on les sent très motivés. Enfin, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ils réalisent un rêve, en fait. Mais je vais prendre le premier. Parce que moi aussi, je suis très positif et je me réjouis qu'en région bruxelloise, on soit dans l'accueil des transmigrants ou qu'on soit dans l'accompagnement des personnes qui, même sans papier, résident dans notre ville. Et là, je pense que ce qui s'est passé à La Panne, c'était à la fois essayer de venir en secours par rapport aux réfugiés, mais finalement c'était aussi de pouvoir les retrouver peut-être pour les... Enfin voilà, je ne suis pas convaincu que c'était nécessairement que des bonnes intentions. Il y avait aussi une volonté de contrôler l'espace et voir que ça ne se reproduise pas en fait. Et alors juste pour le plaisir, qu'est-ce que pense la bourgmestre de Schaerbeek des retards de paiement du CPS? Ils sont en train de se résoudre. Il y a eu un jeu assez logique aussi, opposition-majorité. Donc il y a eu, je ne suis pas en train de dire, il y a eu des problèmes et d'une discussion avec la présidente de CPS. Les choses, c'est très technique en fait, et les choses sont en train de se mettre en ordre. Et des mesures ont été prises pour aider ceux qui ont été mis en difficulté par rapport à ce retard de paiement. Je retiens des erreurs techniques. Alors, la désobéissance civile a l'air de devenir un petit peu la norme dans certaines manifestations. Alors, on a vu qu'il y avait du ludique avec des convictions bien trempées chez Extinction Rebellion, c'est au Salon de l'Auto le week-end dernier, mais aussi des actions visant la nouvelle politique de stationnement, par exemple à Schaerbeek, on reste à Schaerbeek, reportage de Michael Scholz. Des horodateurs recouverts de sacs poubelles, voire vandalisés. Depuis le passage en zone verte et le stationnement payant sur l'ensemble de la commune, certains Schaerbeckois clament haut et fort leur mécontentement. C'est vraiment pas évident pour mes patients parce qu'ils ne savent pas exactement combien de temps ils vont devoir rester. Les horodateurs, ils sont extrêmement rares. Il faut bien chercher pour les trouver. Que ce soit recevoir de la famille ou des amis, c'est un frein. C'est un frein à aller à la vie de tous les jours. Les clients qui viennent ici, qui doivent toujours payer pour leur sandwich, dans quelques mois, il y aura moins de sandwichs à vendre parce que les gens se disent ça ne sert à rien. Face à ce nouveau règlement, une pétition a même été lancée vendredi dernier. Quelques 2400 signataires ont déjà répondu favorablement. Ce que nous demandons dans la pétition, c'est d'abord de retirer ces horodateurs dans les zones résidentielles. Donc on est bien d'accord que rue d'Eton, qu'une rue commerçante ou quoi, ou peu partout dans Bruxelles, la rue commerçante, on est pour l'horodateur, mais pas dans les zones résidentielles. Parmi les autres revendications, on retrouve une réduction de l'horaire payant de 21h à 18h, la diminution du prix à l'heure ou encore la gratuité le samedi. Ce à quoi les autorités communales répondent. On va prendre quelques mois pour avoir l'expérience, pour avoir l'évaluation
projections, les datas qu'avec les scan-car, scan-moto, Parking Brussels pourra nous fournir. Et avec cela, on peut se mettre autour de la table pour voir s'il y a autre décision à prendre. Le 19 février prochain, les pétitionnaires interpelleront le conseil communal en vue d'assouplir ce nouveau règlement. Problème de stationnement, hein, j'ai l'impression qu'on en parle toutes les semaines ces derniers temps. Vanessa Lullier, on s'en sortira pas. C'est difficile de changer les règles de stationnement en région bruxelloise. Hein. C'est difficile surtout de payer quand avant c'était gratuit, je crois. C'est surtout ça qui est complexe. Après, on a mis en place une agence régionale de stationnement, donc Parking Brussels, qui est censée donc harmoniser en réalité les zones de stationnement à travers la région, à travers les communes. Donc c'est sûr qu'il y a eu. Au début, on était quand même sur une grande envie de faire des zones qui étaient parfois sur deux communes, puis ça posait des soucis, et puis en fait, on n'harmonise pas grand-chose, et notamment, on n'harmonise pas les tarifs, puisque Scarbeck est quand même très cher par rapport aux communes limitrophes qui sont autour. Et puis après, on voit qu'il faut faire des exceptions avec des zones événementielles aussi, ou ce genre de choses. Donc c'est effectivement assez complexe. Alors, la parole à la défense des bourgmestres, c'est eux qui mettent en place ces plans de stationnement. Alors d'abord, Scarbeck, est-ce que vous êtes trop cher? Alors, ça a été rappelé, il y a un cadre réglementaire régional dans lequel les 19 communes doivent s'inscrire. 2, ce n'est pas un nouveau règlement, mais une extension de choses qui existaient. Donc, depuis bien longtemps, et comme dans la plupart des communes, même toutes les communes, il y a à Scarbeck des zones rouges, des zones vertes et des zones bleues. La commune avait déjà à peu près 2/3 de ses voiries en zone verte depuis plusieurs années. Et effectivement, le changement qu'il y a ici depuis le 1er janvier, c'est qu'on a étendu la zone verte à tout le territoire. Donc, y compris dans des zones, en effet, qui n'étaient pas soumises, qui étaient encore avec des cartes bleues. Là, l'objectif, c'est bien la gestion du stationnement et au bénéfice d'abord des riverains. Ils ont l'air de ne pas le comprendre. Alors, certains le comprennent bien. Nous avons des réactions d'ailleurs aussi de riverains qui nous disent surtout tenez bon parce qu'en fait depuis que c'est rentré en œuvre, on a enfin de la place quand on rentre chez nous le soir un peu plus tard. Et puis il y a effectivement des gens qui s'étonnent parce qu'ils disent mais je n'avais pas de problème de stationnement. Oui, sauf qu'il ne faut jamais oublier que il y a un report, qu'on avait quand même des zones qui sont problématiques. On témoigne les personnes qui nous disent ah ben enfin maintenant je trouve de la place. Mais donc on est vraiment dans cette importance de la gestion du stationnement. Il y a moins de places disponibles que de voitures. Et il y a donc eu cette décision de mettre toute la zone verte. Maintenant, le collège a décidé aussi de faire une évaluation, les Schwinn l'a rappelé, après 6 mois, de faire une évaluation, mais on doit le faire après une période quand même suffisamment longue pour voir les conséquences et éventuellement s'il y a des choses à affiner. Mais tout cela dans le cadre réglementaire, parce que certaines demandes sont interdites par l'ordonnance régionale. Alors, Stéphane Roberti, à Forêt aussi, on a parlé de plans de stationnement et notamment de votre fameuse zone événement qu'on commence à mettre en place autour de Forêt nationale. Est-ce que vous faites est-ce que vous avez la même conclusion que la bourgmestre Jodogne en disant bon, ça fait peut-être pas plaisir à certains, mais ça fait plaisir à d'autres, on doit trouver une solution qui arrange tout le monde? À Forêt, on a installé le parking payant depuis 2012. Et à l'époque, on s'était posé la question de savoir est-ce qu'on couvre toute la commune ou est-ce qu'on couvre les quartiers sensibles. Parce que les communes autour de nous avaient installé un système de parking payant et donc, fatalement, il y avait un report vers notre commune. On n'est pas loin de la gare du Midi, donc il y avait aussi des voitures qui stationnaient près des stations de tram qui amenaient jusqu'à la gare du Midi. Donc on avait pas mal de voitures, de personnes qui n'habitaient pas la commune, qui se stationnaient parfois pour des longues durées dans la commune. Et donc dans un but de permettre aux gens qui vont au travail en voiture, qui ont besoin de leur voiture pour leur travail ou parce qu'ils ont des enfants en bas âge, etc., et qui ne sont pas encore passés à un autre mode de transport en commun, même si on promeut les autres modes de transport, on a effectivement mis en place un parking payant. Et en fait, ça permet aux gens de la commune de pouvoir plus de garanties de se stationner. C'est le but. Et aujourd'hui, si on devait retirer ce stationnement ou le remplacer, ce parking payant ou le remplacer par des zones bleues, en fait, qui seraient les perdants?
seraient les habitants de la commune, qui verraient réarriver d'autres voitures qui viendraient se garer. Mais pour la zone événement, pourquoi ça a mis tellement de temps à être mis en place? Et en plus, ce sera vraiment mis en place qu'au mois de mars. Alors, on a depuis des années, mais vraiment des années, un gros problème avec le stationnement autour de Forêt Nationale quand il y a des concerts. Et qui en pâtit, c'est en premier lieu aussi les habitants du quartier. Pourquoi? Parce que, de un, ils ne savent plus trouver de place devant chez eux. Et de deux, ça engendre des nuisances avec la circulation routière, les embouteillages, etc. Et donc, il existe déjà des parkings où les gens qui vont à Forêt Nationale peuvent se garer. Et ce qu'on souhaite, c'est dissuader les gens de se garer dans le quartier de Forêt Nationale pour qu'ils se garent dans les parkings de dissuasion. Et voilà, à un moment donné, effectivement, ça fait des années que plusieurs formules sont sur la table. À un moment donné, ce collège-ci a voulu en mettre une en place. Alors, on n'a pas la prétention de dire que c'est une formule miracle qui va tout solutionner du jour au lendemain, mais on teste une formule et on a la conviction que ça va permettre de diminuer encore les nuisances autour de Forêt Nationale. Et vous allez l'évaluer aussi comme à Scarbeck ? Évidemment, donc non seulement on va faire une évaluation définitive 1 an après sa mise en place, mais au quotidien, puisqu'elle est mise en place maintenant petit à petit, on va effectivement voir s'il n'y a pas des effets indésirés qui sont le résultat de cette zone événement. Mathieu Ledevez. Oui, Jonathan parlait tout à l'heure du ratio place de parking à ciel ouvert, on va dire, nombre de voitures ou nombre de quarts de riverains. Le constat, il est clair, il y a beaucoup trop de voitures à Bruxelles. À Scarbeck, c'est 1,52, donc une place de parking pour 1,52 places quarts de riverains. À Forêt, c'est 1,59. À Anderlecht, c'est 2,55. Donc il y a plus de 2 voitures pour une place de parking, sans compter les nafters, parce que je ne parle que des quarts de riverains. Donc il y a un vrai problème global de la place de la voiture dans la ville de Bruxelles, autant que le gouvernement est plutôt en train de diminuer le nombre de places de parking. Moi, ce qui me sidère un peu, je comprends à 100% l'objectif d'une commune ou d'un bourgmestre ou d'une bourgmestre de privilégier ses riverains, et c'est normal. Donc le jeu, c'est d'éviter la pression de la commune de Bruxelles pour Scarbeck ou de la commune de Saint-Josse, qui ont déjà des règlements très stricts qui viennent, donc les automobilistes viennent sur Scarbeck, donc c'est normal. Mais à force de jouer à ce petit jeu commune par commune, on n'arrive à rien. Donc je pense que s'il y a depuis longtemps, ce mécanisme-là doit être régionalisé. Une seule règle pour tout le monde, comme le disait Vanessa, une seule règle pour tout le monde, avec l'accord des communes. Est-ce que ça vous me êtes paraît prêt surréaliste. à une harmonisation au niveau régional des tarifs? Oui, elle est laborieuse. Elle est très laborieuse. Moi, j'entends. Elle est abandonnée pour l'instant. Le plan de Pascal Smet est abandonné. Oui. On travaille plus sur les plans communs de mobilité. On n'a plus les zones entre sur 2 communes. Enfin, c'est Scarbeck est une zone au gouvernement, donc, mais il y a quand même des choses qui se font. Bruxelles Parking ne fait qu'adapter les règlements communaux. Dans un cadre légal, on est d'accord, mais c'est la commune qui garde le pouvoir de décider zone verte, zone bleue, zone rouge. Les tarifs, je n'en sais rien. Donc au final, c'est la commune qui décide de mettre une zone interdite tout près d'une frontière communale pour éviter. Le fait de régionaliser permet d'avoir un système identique dans toutes les communes. Ça va rien changer au problème du fait que ce que vous dites, c'est que vous comprenez que les bourgmestres souhaitent privilégier leurs habitants. Vous gardez des tarifs différents? Non, mais ça ne va rien changer. Donc quand il y a une politique de stationnement, c'est toujours dans l'intérêt des gens qui sont dans les quartiers pour effectivement faire en sorte. Quand vous prenez votre décision sur la zone événement de Forêt, par exemple, vous dites autour de Forêt Nationale, 1 kilomètre de rayon, mais dans le kilomètre de rayon, il y a des gens qui habitent Uccle. Et eux, comment ils vont? Est-ce que vous êtes arrangé avec la commune d'Uccle pour que la zone événement soit faite de manière commune? Alors, il n'y a pas, la zone événement ne va pas ne couvre aucune rue d'Uccle. Donc c'est que des rues qui sont à Forêt. Mais donc moi personnellement, mais ça c'est un point de vue tout à fait personnel, j'ai aucun souci et je pense que ce serait même sain que la politique de stationnement soit équivalente dans toute la région. Mais c'est la responsabilité de la région de le porter. Donc c'est important. Le bourgmestre qui refuse, apparemment, c'est Cyclo n'est pas favorable à cela. Au niveau de Scarbeck, nous avons évidemment contacté les communes limitrophes pour les prévenir, parce qu'effectivement, ça pourrait avoir un effet aussi chez eux. D'ailleurs, à Evere, ils sont en train, je pense, de réfléchir aussi à la même chose. Donc, effectivement, nous avons prévenu et eu un dialogue de ce point de vue-là. Maintenant, vous ne pouvez pas non plus, quand vous dites que ça doit être les mêmes tarifs partout, qu'au centre-ville, ce soit plus cher, que dans un noyau plus éloigné du centre, et donc en général moins fréquenté, ça me paraît de la bonne gestion et plus juste. Donc c'est assez logique. C'est pour ça qu'il y a des couleurs pour les zones. Les tarifs, oui, pour le rouge et le vert. Mais même au sein
d'une même zone, on peut imaginer aussi qu'il y ait des tarifs différents en fonction de situations. Voilà. C'est de manière générale. Peut-être plus compliqué. Maintenant, vous savez, on parlait, les applications permettent... Il y a des solutions, on remarque, qui ont été faites ici. Il y a le quart d'heure gratuit pour aller acheter son sandwich. Il y a des solutions aussi pour des visiteurs occasionnels qui peuvent acheter, effectivement, ou en fait, ceux qui les accueillent aussi, etc. Donc, des solutions sont mises en place. Ça reste un sujet difficile, dont on parlera certainement encore sur votre plateau. Un dernier mot de Stéphane Roberti. Pour insister, là on parle du stationnement, mais évidemment ce qu'il faut favoriser, c'est le fait qu'on diminue le nombre de voitures qui sont en région bruxelloise et qu'on invite et qu'on donne les moyens aux gens de se déplacer différemment. Ce que les communes font Tout aussi. à fait. Autre sujet, on l'avait déjà signalé en décembre, le dispositif hiver destiné aux sans-abri est sous-dimensionné. On approche de la fin janvier, il fait froid, ça dépend des jours, pas tous les jours, mais enfin, il fait quand même assez froid et rien n'a bougé. Reportage Jean-Christophe Pezès, Nicolas Skenhardt. Dormir en rue, certains sans-abri y sont contraints. Les structures d'accueil actuellement sont débordées par la demande. Depuis le 25 décembre, on affiche complet. On refuse des hommes seuls parce qu'on accueille les gens par ordre de priorité ou selon des critères de priorité. Donc les familles en priorité avec les enfants évidemment, les femmes et puis les hommes seuls vulnérables. En hiver, le SAMU social propose 1100 places sur 6 implantations. À cela s'ajoutent les 250 de la Croix-Rouge, celles de la Porte du Lys et la plateforme citoyenne et les 48 lits de l'asile de nuit. En tout, 1750 places toutes occupées. Ainsi, l'asile de nuit doit procéder à un tirage au sort pour choisir ceux qui peuvent y loger. Depuis maintenant 3 semaines, on est au tirage, donc on tourne autour d'une 60aine de personnes devant la porte. Pour pallier à ce problème, le SAMU social espère l'ouverture de 240 places supplémentaires dans un nouveau bâtiment. On a une bonne piste qui pourrait se faire en collaboration avec la plateforme citoyenne. On est en train de discuter les détails de l'ouverture de ce centre, qui sont plutôt maintenant des détails financiers et des détails organisationnels de sécurité. Mais le ministre en charge du secteur ne confirme pas cette ouverture. Lui parle juste de 150 places supplémentaires pour des migrants sans abri. Il y a des places qui vont être ouvertes, en tout cas à côté de la Porte du Lys, là pour du public transmigrant, parce qu'effectivement il y a un problème particulier dû à la politique migratoire internationale, mais aussi fédérale, qui fait qu'il y a un afflux supplémentaire de personnes pour le moment. Donc là oui, il va y avoir des places supplémentaires, environ 150 places en plus à la Porte du Lys. 15 nouvelles places seront également bientôt accessibles pour des sans-abri avec chiens et 45 dans des logements sociaux vacants. Et ce sont les seules ouvertures prévues pour le moment. Est-ce qu'on voit toujours trop petit, Emmanuel Joa, par rapport à cette problématique? Je pense que oui, et d'autant plus qu'on sait que depuis une dizaine d'années, le chiffre ne fait que gonfler, et ça ne va pas s'arrêter de sitôt, comme c'était souligné dans le reportage aussi. Il y a des afflux de population qu'il faut pouvoir gérer. Je pense aussi que les politiques, comme on dit, structurelles, ne sont peut-être pas suffisantes. Alors il y a les toits, il y a l'accompagnement, tout ça évidemment est coûteux, demande du temps, de l'argent, etc. Mais je pense qu'on vise trop juste, on vise trop serré. C'est toujours une honte, évidemment, internationale que de voir des sans-abri dans une ville quelle qu'elle soit, et peut-être a fortiori dans une ville comme Bruxelles, qui est quand même à taille humaine, qui n'est pas Londres, qui n'est pas Paris, qui n'est pas New York, ou qui n'est pas une grande ville chinoise, ou que sais-je. Voilà, c'est un mauvais exemple, puisque on ne voit pas la même chose. Ça heurte toujours beaucoup, ça touche évidemment, ça fait mal, et ça heurte les étrangers, notamment de certains pays de l'Est, continuent à voir ces phénomènes de façon aussi, je dirais, aussi visible. Alors maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut les cacher non plus. Mais oui, on voit trop, pour répondre à votre question. Oui, mais Cécile Jodone, vous qui avez été au gouvernement précédent, est-ce qu'on a finalement systématiquement vu trop court et sous-dimensionné l'aide urgente? Écoutez, on a vu aussi avec les moyens qui étaient disponibles, parce qu'effectivement, ce qu'il faudrait, c'est, je pense, encore et toujours une politique sur le long terme plus importante, parce que ici on parle du dispositif hiver, mais ce qu'il faudrait, c'est effectivement, et il y a des choses qui se sont mises en place, je pense notamment à des projets comme Housing First, c'est vraiment de faire un accompagnement de ces personnes pour les sortir du sans-abrisme. Et on sait très bien, et vous l'avez rappelé, ça nécessite plus qu'un hébergement pour la nuit quand il fait froid en hiver, mais de construire ou de reconstruire un avenir pour ces personnes avec un accompagnement social
social. Et dans Housing First, comme son nom l'indique, c'est d'abord leur donner un toit. Mais pas juste les lâcher après, de les construire. D'accord, mais la solution à court terme, Stéphane Roberti, oui. Il faut distinguer aussi la problématique des transmigrants des sans-abri. Oui, mais ça reste des places disponibles pour des gens qui risquent de rester dans la rue. Pas nécessairement être les mêmes, et peut-être pas. Pouvoir intervenants non plus. Oui, c'est peut-être ça la complication. Stéphane Roberti, est-ce que finalement, avec le scandale du SAMU social, est-ce qu'on n'a pas un peu dit l'aide d'urgence, maintenant on arrête d'y mettre un peu trop et maintenant on va un peu plus s'intéresser à l'aide structurelle et donc du coup on a cette conséquence-là Donc, comme on l'a dit, il y a de plus en plus, chaque année, le nombre de personnes sans abri augmente. Le profil des personnes sans abri aussi se modifie. On a de plus en plus de femmes et on a vu apparaître ces dernières années des enfants qui sont sans abri. Et pourtant, ça fait des années qu'on a un dispositif hivernal. À un moment donné, je pense qu'il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le nombre de sans-abri cesse d'augmenter et qu'on arrive à une réduction du nombre de personnes sans abri, voire qu'on fasse disparaître ce phénomène. Et donc, il y a quand même des questions à se poser en amont. Pourquoi est-ce que les personnes deviennent sans-abri ? Il y a tout le mal qui a été fait à la sécurité sociale. Quand on réduit les droits aux allocations de chômage, quand on organise une chasse aux chômeurs parce que soi-disant ils ne cherchent pas de travail, ça met des personnes dans une situation difficile. L'offre de logement... Ça ne répond pas à la situation à court terme. Ça répond au fait, et c'est vraiment ça qui est important, qu'on arrête d'augmenter le nombre de personnes sans abri. Et ça, c'est du court terme. Demain, si on n'agit pas de manière préventive, le nombre de personnes qui devront faire appel à un hébergement d'urgence, et d'ailleurs que ce soit en hiver ou en été, continuera à augmenter. Et il faut éradiquer ce phénomène-là. Et donc, il faut agir aussi sur l'offre de logement. L'offre de logement, il n'y a pas suffisamment de logements sociaux ici en région bruxelloise, et donc il faut augmenter le nombre de logements sociaux. Et voilà, moi je crois que vraiment, il faut changer de paradigme. Ça devient presque... Allez... Je veux dire, c'est chaque fois en hiver qu'on parle du nombre de sans-abri, qu'on met en avant éventuellement un décès ou un autre, alors qu'en été aussi, il y a des sans-abri qui décèdent dans notre ville. Et donc, l'urgence pour moi, c'est de faire en sorte que le nombre de sans-abri cesse d'augmenter et qu'on travaille à réduire le nombre de personnes sans abri. Ça, c'est l'urgence. Et qu'on ait s'intéressé aussi à certaines couches, vous en avez parlé, à certaines couches de la population qui vont peut-être tomber. Alors ça, c'est sans doute du luxe que d'être dans cette anticipation-là quand on n'est déjà pas dans la... Mais c'est un travail J'ai bien compris qu'on parle ici de vision à long terme ou à moyen terme, mais de vision à court terme, il n'y en a pas. Juste un dernier mot, Mathieu Ladevez ou Vanessa Lullier, vous voulez ajouter quelque chose ? Pour rebondir sur ce que disait M. Roberti, le nombre de RIS à Bruxelles a fait plus 73% en 10 ans. Donc voilà, déjà qu'il n'est pas élevé, c'est ça aussi qui met les gens à la rue. Ça, c'est pour le court terme bruxellois. On passe à présent à nos coups de cœur. Et on commence avec vous, Emmanuel Joa. Vous vouliez nous parler d'un livre. Oui, c'est un livre qui s'appelle « À la conquête de l'homme rouge » de Corinne Mayer, édition Anne Carrière. C'est très drôle, c'est une sorte de pamphlet, j'allais dire, espèce de pamphlet social. C'était un premier roman officiellement, parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait No Kid, elle a fait plusieurs essais dont on a entendu parler, Ciao Paris, etc. Donc elle vit à Bruxelles, c'est une Française, Corinne Mayer. Elle est psychanalyste, elle est économiste, elle a plusieurs cordes à son arc. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle a fait des scénarios de BD aussi et tout. Et c'est donc son premier roman, il est surtout surtout très très drôle. Elle y décode un petit peu les habitudes de langage, notamment dans le domaine de l'extrême gauche. Elle tombe amoureuse d'un homme, c'est une histoire d'une grande bourgeoise qui tombe amoureuse d'un homme rouge, militant engagé. Et elle se plie un de vos collègues PTB, à mon avis. C'est juste très très drôle. Vanessa Lullier, vous, on reste dans le très drôle avec vous, avec Guillermo Guise. Hein. Oui, tout à fait. Donc on reste dans l'humour. Alors certains ont peut-être vu le premier one-man show de Guillermo Guise, donc petit quête d'Anderlecht, enfin petit, c'est une façon de parler parce qu'il est plutôt grand. Et donc il revient avec un deuxième spectacle un peu plus sur lui, toujours sur sa vie, sur son père aussi. Et c'est à voir donc au Théâtre de la Toison d'Or jusqu'au 29 février. Pour l'instant c'est complet, mais il y aura des reprises un peu plus tard certainement. Et puis il va de toute façon tourner avec ce spectacle. Oui, il y aura des reprises au mois de juin, d'après nos informations qui sont bien sûr très très bonnes. Alors, on va parler de bière avec vous. Une petite nouvelle bière bruxelloise. Vous allez me dire, il y en a plein, mais celle-là a un caractère assez original et très bruxellois, vu qu'elle est à base de choux de Bruxelles.
Donc c'est la brasserie Bruxelles qui vient de créer ça, ils la commercialisent maintenant. Ils intègrent vraiment du chou, pas de la plure ou de la farine de chou, le chou de Bruxelles dans le processus de fabrication. Et ça te donne, d'après ce qu'ils m'ont dit, parce que je ne l'ai pas goûté, mais je vais bientôt la goûter, une bière assez amère, forcément. Pas forcément plus amère que les IPA, donc tant mieux. Florale et herbacée, ça a l'air franchement délicieux. Et c'est bruxellois. Et c'est très drôle, elle s'appelle la Sprout. Elle s'appelle la Sprout. Mais la Sprout. Ouais, voilà. Et vous, Paul, vous allez nous parler du musée Van Buren. Alors le Van Buren, c'est un temple de l'art déco à Bruxelles. C'est la demeure des époux Van Buren avec un jardin superbe et avec aussi des tableaux de très très haut niveau d'Ensor, Bruegel, Permec, Van Gogh également. Et la conservatrice a eu la très bonne idée pour la première fois de faire une exposition d'art africain. Et je dirais que la cohabitation entre l'art européen et l'art africain est exceptionnelle. Et là, on voit le génie des artistes africains qui sont donc, qui viennent entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et je conseille vivement d'aller voir cette exposition à l'avenue Herrera à Uccle. Moi, un petit mot sur une série, la saison 3 de The Fabulous Mrs. Maisel. Ça, c'est sur Prime Amazon, vous pouvez voir ça. C'est une remarquable série qui manie l'humour, le féminisme et le goût pour l'Amérique coincée des années 60. L'histoire d'une jeune mère de famille juive new-yorkaise de l'Upper West Side qui décide de se lancer dans le stand-up. À mon avis, c'est une bonne série pour Guillermo Guise. Alors un dernier mot, quelques secondes, chacun une idée, un conseil, un coup de cœur, Stéphane Roberti. Écoutez, moi ce qui me passe par la tête, c'est la possibilité en fait, d'aller se promener dans la forêt de Soignes. C'est un endroit merveilleux. C'est pas à forêt. C'est pas à forêt, mais on peut y entrer par Uccle, XL, Watermal-Boisfort en tout cas, ou Illart, effectivement, ça permet d'aller voir nos voisins néerlandophones. Du dimanche. Je vous conseille à l'aube, au moment où il n'y a encore personne. Si vous êtes des leftos, ça vaut vraiment la peine. Cécile Jodogne. Alors moi, rapidement, la Brafa toute la semaine prochaine. Oui. Je vais passer ma journée demain. Je trouve que c'est une foire d'art extraordinaire parce que vous vous baladez de moins 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un endroit que j'aime beaucoup et je ne la rate jamais. Et puis évidemment, vous allez me permettre, et vous êtes d'ailleurs des partenaires, parler de Citizen Light, qui est donc notre fête des Lumières les 7 et 8 février prochains. Et ça va être juste magique. Merci à tous d'avoir participé à ces experts. On se retrouve le week-end prochain pour un expert un peu spécial avec des jeunes vidéastes qui vont prendre la place de nos experts pour une fois. Alors, on se retrouve donc la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, toujours plus d'actu, c'est à partir de lundi de 12 à 14h avec Fabrice Grosfilet. Au revoir.